Bonjour, Azul, مزراو تيمزراوينار انسوفيسون انزل كتير متاد اللي نزلي وسلمد ام ياكوك نرى باش تتفورم تيغرينون وخاطر لامك تدريوينون سيتي مخاتيليم على خير تيلي مقلمان دوفرا دات تاويم تعطف تترم تعطف تيخفاونون لا توجيوينون تيرمتا درست نزلي يتوينست تمدست تمازيغت la phrase complexe en amazigh. Donc c'est un prolongement des séances qu'on a déjà faites en classe. Je vais quand même rappeler que l'objectif de ce module destiné aux étudiants du semestre 6 intitulé Syntaxe 2, qui porte sur la phrase complexe en amazigh, est d'initier l'étudiant à l'analyse syntaxique, à la manipulation des procédés, des tests d'analyse syntaxique, de description syntaxique. Plus précisément, il s'agit de comprendre le mode de construction de phrases complexes en amazigh, les différents types de construction complexes, comment on construit des phrases complexes en amazigh. Donc, nous commencerons par rappeler certains éléments qu'on a déjà présentés et discutés en classe, à savoir de façon générale les trois types majeurs de la phrase complexe. Donc la phrase complexe, dans la plupart des langues, englobe la juxtaposition, la coordination et la subordination. Beaucoup de critères ont été proposés pour distinguer l'un de l'autre. Par exemple, dans Grammaire méthodique du français de Rigel et Hodl et d'autres, on présente certains critères comme par exemple l'identité de statut syntaxique. Par exemple, pour la juxtaposition et la coordination, on a deux phrases autonomes, indépendantes. Par contre, dans la coordination, on a la présence obligatoire d'un modulisant, d'un coordonnant, ce qui n'est pas le cas pour la juxtaposition. Pour la subordination, il n'y a pas d'identité syntaxique, du statut syntaxique des deux propositions, puisque l'une dépend de l'autre. C'est pour cela qu'on l'appelle principal et l'autre subordonné. Et en plus, il y a la présence d'une marque morphologique, d'une marque qui permet de relier les deux propositions. Mais il y a aussi, bien sûr, des cas de subordination sans marque fonctionnelle, c'est-à-dire on a de la dépendance, de la subordination, mais elle est implicite. C'est-à-dire il n'est pas marqué explicitement par un subordonnant. Souvent, la subordination est définie comme un rapport de dépendance, c'est-à-dire on a une phrase qui dépend syntaxiquement d'une autre, d'une phrase, d'une proposition matrice principale, régissante, dont elle complète, dont elle précise disons une circonstance, par exemple le lieu, la cause, la manière, etc. Si on survole les grammaires et les ouvrages de linguistique généralement on propose des critères qui sont les suivants. On se base sur la nature du subordonnant pour déterminer le type de subordination ou de subordonné. Si on a un relateur, donc il s'agit de phrases relatives. Si on a une conjonction, on a une complétive. Si on a un subordonnant, donc on va avoir une subordonnée circonstancielle. On se base aussi sur la fonction, les fonctions de ces subordonnées, sujet, complément, objet, circonstant, etc. D'autres proposent l'équivalence paradigmatique, c'est-à-dire chaque proposition, en quelque sorte, l'équivalent monématique d'une catégorie grammaticale, par exemple la relative, équivaut à un adjectif. La complétive correspond à un syntagme, un substantif, c'est pour cela qu'on appelle proposition substantive.
et la circonstancielle équivaut à un adverbe. C'est pour cela aussi qu'on les appelle des subordonnées adverbiales. On se base aussi sur le sens. C'est un critère facile, commode, parce qu'il permet de ranger, de classer les différentes subordonnées, notamment subordonnées circonstancielles, selon la valeur sémantique exprimée. Voyons maintenant ce qu'on a dans les études à Mazir à propos de la subordination. Je prendrai l'exemple de la grammaire fonctionnelle, puisque beaucoup d'études ont été réalisées dans le cadre de la grammaire fonctionnelle élaborée par André Martinet et d'autres comme Lyon Galant, Le Guil, Salim Chaker, El Moujahid, Bari, Drqawi, Bouhoud et bien d'autres. Généralement, donc, ce qui m'intéresse ici, c'est quelle est l'état de terminologie, le classement des propositions subordonnées qu'on a fait dans le cadre de la théorie fonctionnelle. On part de l'énoncé minimal pour dire que tout ce qui s'ajoute à l'énoncé minimal, c'est-à-dire essentiellement fondé sur un prédicat verbal, pour parler d'expansion par coordination ou subordination. On a deux types d'expansion, monimatique, c'est-à-dire on ajoute des SN ou des pronoms au noyau verbal pour avoir des fonctions comme le sujet, complément explicatif, fonction objet, les fonctions indirectes, etc. Le deuxième type, c'est les expansions prédicatoïdes, c'est-à-dire dans une autre terminologie, tout simplement les propositions subordonnées. On parle d'expansion non primaire pour les relatifs, parce que non primaire, c'est-à-dire il s'agit d'une expansion par rapport à un élément autre que le verbe, c'est-à-dire par rapport à une autre expansion elle-même ajoutée au prédicat verbal. Donc c'est pour cela qu'il est dit non primaire, c'est-à-dire il ne détermine pas directement le prédicat verbal, mais une de ces expansions, notamment les nominaux. Pour les complétifs, on les appelle des expansions primaires directes, qu'ils soient marqués par une marque fonctionnelle ou une conjonction ou non. Pour les circonstanciels, ils sont dites des fonctions primaires indirectes et le classement se fait au niveau axiologique, selon les valeurs temps, cause, opposition, concession, etc. Dans ce cadre, le travail de Bentelila se présente comme un travail très important. Il a proposé une classification selon trois critères morphosyntaxiques, à savoir si les subordonnants excluent l'indicateur de thème, ou bien est-ce qu'il accepte ou non la modalité de l'inaccompli, là, et est-ce que le subordonnant attire ou anticipe les pronoms, les satellites, pronoms personnels, objets, donc COD ou COI, et les particules d'orientation. Donc, selon l'attitude de ces subordonnants vis-à-vis de ces trois critères, il distingue donc la subordination paratactique, c'est-à-dire là où il n'y a pas de marque de subordination, c'est un rapport logico-sémantique implicite. Il y a ce qu'il appelle les pseudo-subordonnés, ou les pseudo-subordonnants, comme les inta, qui n'attirent pas, qui n'anticipent pas les satellites verbaux, qui n'excluent pas l'indicateur de thème, et qui acceptent aussi la modalité là de l'inaccompli. Pour les vrais subordonnés, donc les vrais subordonnants sont ceux qui satisfont à ces trois critères. Donc cela, il l'a appliqué dans le parler à Mazir d'Eitzrarushen.
Bien sûr, on peut le généraliser comme je l'ai fait dans mon travail de thèse, mais il y a c'est pertinent comme critère, c'est très important, mais c'est aussi il y a des lacunes parce que certains critères ne sont pas opératoires pour les autres données langagières des autres parlers amazigh. Dans un autre domaine et sur un autre niveau, on propose des critères prosodiques. Par exemple, le travail de Bokharov, euh, qui est basé sur donc l'analyse prosodique, il distingue la subordination par la présence d'une seule courbe mélodique, il y a absence de pause entre les deux propositions. Par contre, dans la coordination, il trouve qu'il y a deux courbes mélodiques, deux lignes mélodiques séparées par une pause silencieuse. Donc c'est un critère important aussi, puisque lorsqu'on veut prendre en considération la prosodie et on l'ajoute aux autres critères syntaxiques. Dans un travail personnel réalisé en 2016, c'est-à-dire dans ma thèse de doctorat et dans d'autres articles ultérieurs, j'ai aussi travaillé sur la subordonnée circonstancielle, notamment temporelle, dans laquelle j'ai proposé des critères microsyntaxiques pour arriver à une typologie, à une classification en trois types. Donc j'ai distingué les subordonnées que j'appelais rictionnelles, donc et les subordonnées valentielles qui, je rappelle, donc toutes les subordonnées circonstancielles n'ont pas la fonction de circonstant. Certaines peuvent avoir des fonctions d'actant, donc sujet ou objet direct ou indirect. Et puis il y a un autre type de subordonnées qu'on appelle les corrélatives et les subordonnées inverses qui, pour lesquelles le critère de la définition, le critère définitoire de dépendance n'est pas opératoire parce que, par exemple, pendant les subordonnées corrélatives, les deux propositions sont interdépendantes. Donc il y a un rapport de dépendance mutuelle et non pas un rapport de dépendance unilatérale. Donc, pour avancer un petit peu, pour présenter les différentes modes de construction de subordonnées en amazigh, je vais parler brièvement de la subordonnée relative. Donc, taoïste, qu'on appelle en amazigh, taoïste anada ou tamakant. En gros, donc la subordonnée relative se présente selon ces quatre modes de construction, à savoir la relative avec antécédent et la relative sans antécédent, la relative dite participiale et on y ajoute aussi la relative adjointe qui est une proposition de Lionel Galland. Pour la relative avec antécédent, on l'a défini. Donc la relative façon générale, c'est une détermination d'un nominal. Donc il a besoin il complète non pas le prédicat verbal, mais il complète, détermine un nominal, un nom essentiellement, ou un groupe nominal. Donc il joue à peu près le même rôle que l'adjectif. C'est pour cela on l'appelle relative adjectivale. D'ailleurs, donc Thinière, l'Égyptien Thinière, dans élément de syntaxe structurale, dans sa théorie de la translation, il propose dans le deuxième type de translation, qu'il appelle la translation au second degré, il explique comment on génère les subordonnées. Donc la relative, c'est une transposition, c'est une translation en termes adjectival, d'accord. Donc c'est une phrase indépendante qui prend la place et joue le rôle d'un adjectif. De même que l'accomplétif est une translation d'une phrase simple en position actentielle de complément du verbe. La relative avec antécédent, donc il suppose ou il exige la présence d'un antécédent nominal. Il peut être relié au nom donc par des relateurs. Donc les relateurs en amazigh ne sont pas obligatoires, donc ils sont facultatifs. Par exemple, le paradigme des relateurs, c'est na, ne dans certaines variétés amazigh, da, li, i et din dans le parler d'Aid Solution.
Au niveau sémantique, on distingue dans le cadre de la relative avec antécédent, les relatives déterminatives restrictives, c'est-à-dire on a besoin, la relative sert à identifier cet antécédent, d'accord? Donc on le sélectionne parmi un ensemble possible de référents. Donc, on limite le champ référentiel de l'antécédent. Par exemple, ici, c'est-à-dire c'est uniquement l'étudiant qui a réussi, qui a reçu un prix. Ils n'ont pas tous les étudiants. Donc ici, la relative est là pour limiter le référent et le distinguer, l'identifier. Par contre, dans la relative explicative ou appositive, donc comme son nom l'indique, au niveau typographique, déjà, il est placé entre deux virgules, donc c'est pour cela qu'on l'appelle apposé, comme l'adjectif apposé. Et son rôle n'est pas de déterminer, d'identifier le référent, d'accord? Donc le référent ou l'antécédent est déjà identifié. Son rôle, c'est d'apporter des explications, des informations supplémentaires. Par exemple, ça peut être une relative à valeur de cause, à valeur de concession, d'opposition, de conditions, etc. Par exemple, c'est-à-dire que ici, c'est comme si on explique pourquoi il a reçu le prix. D'accord? Donc on pourrait la remplacer par Yom Stasmor, Ashku, Idrobia, Minzi, Injeh. Dans le cadre de la subordonnée relative avec antécédent, on s'intéresse dans l'analyse syntaxique à la fonction du relateur. D'accord? Donc le relateur peut avoir s'il est marqué, ou même s'il est absent, donc on peut le restituer. Parler de sa fonction par rapport au verbe prédicatoïde, c'est-à-dire au verbe de la subordonnée. Donc il peut être sujet, donc dans ce cas le verbe prend la forme participiale, il peut être objet direct, objet indirect ou complément prépositionnel, donc il complète une préposition. Pour les relatives sans antécédent, donc il n'y a pas d'antécédent nominal. Si on peut parler de relateur, donc il est en quelque sorte complexe. Il y a une sorte d'antécédent qui est agglutiné au relateur li, na, da. C'est donc ce que Galland appelle les supports de détermination. Wa, ta, ei pour les supports à valeur de neutre, ce qui nous donne wali, tali, wana, watana, wada, tada, aina, aili, odin, aina, etc. Dans ce cas-là, on s'intéresse aux fonctions sur deux niveaux. Donc le premier niveau, c'est la fonction de la relative elle-même, son antécédent, par rapport au verbe de la principale. Donc, il peut jouer un rôle, par exemple, le sujet, etc. Ou bien objet, attribut, objet indirect, etc. Et à l'intérieur de la subordonnée, donc, on s'intéresse à la fonction de ce relateur complexe par rapport au verbe prédicatif, c'est-à-dire au verbe de la relative. Donc, il peut aussi avoir des fonctions. Donc, ça, c'est pour la démarche méthodologique de l'analyse syntaxique. Bien, donc voilà en gros comment se présentent les différents types de relatives en amazigh. Pour la complétive, c'est une subordonnée qui complète un verbe, donc c'est de son nom, complétif. Il joue le rôle d'un substantif, et le substantif, donc, c'est généralement, il occupe une fonction actentielle, et il complète un verbe directement ou indirectement. La seule différence avec la relative, par exemple, c'est que cette conjonction qui introduit la complétive n'a pas de fonction
dans la phrase. C'est-à-dire, il ne fait que, il sert de légateur, donc de liaison entre la principale et la subordonnée, donc pour introduire celle-ci. Donc on a besoin d'un verbe opérateur, donc on appelle aussi un verbe introducteur, comme dans le discours indirect. Et donc ce verbe introducteur joue un rôle important dans la distinction, au niveau sémantique de la distinction des types de complétifs. On parle de complétifs, par exemple, déclaratifs, lorsque les verbes introducteurs ou opérateurs ont un sens d'opinion, de pensée, de croyance, de déclaration, etc. De complétifs interrogatifs, lorsque le verbe introducteur a un sens, une valeur d'interrogation, ou de complétif modal lorsque le verbe a un sens, une valeur modale comme ral, shko, exode, ri, ruis, iqan, dilazm, zmer, iri, etc. Pour la complétive conjonctive déclarative, donc les principaux éléments conjonctifs aux conjonctions sont is, id, aqab, li, ila, ad ou masd. Par exemple, inna, bli, inna, ila, abrid, dazirar. Nan midn, masd, kiyin, ad, yudn. Snr, is, day, takr. Pour les complétives interrogatives, de façon générale très brève, on a le verbe introducteur qui a une valeur interrogative, sqsa, un verbe complexe, iri plus sen, ira aysen, ou bien un verbe de perception à la forme impérative. Par exemple, anna, ya'lu, zar, ag, zar isida, anna isida, donc c'est une façon de demander indirectement donc la confirmation d'une information. Donc la complétive peut avoir plusieurs fonctions comme sujet logique avec certains verbes spécifiques comme il faut, kishqa, il faut, liki, etc. ou des fonctions objets directs ou indirects. Pour la subordonnée circonstancielle, qu'on appelle aussi adverbiale, donc son rôle est de préciser certaines circonstances, à savoir le temps, le lieu, etc. Plusieurs critères sont présentés, syntaxiques, formels, morphologiques, sémantiques, etc., pour les classer. Mais donc toutes les subordonnées circonstanciées n'ont pas le même mode, un même mode de construction, puisqu'il y a comme je l'ai signalé au début, des subordonnées valentielles qui peuvent avoir la fonction d'actant, non pas seulement de circonstant. Il y a des subordonnées corrélatives, il y a des subordonnées inverses, etc. Donc, les critères de classement sont différents. Ils diffèrent d'une grammaire à une autre, d'une approche à une autre. Généralement, on adopte un critère de classement qui est sémantique parce que c'est plus commode au niveau didactique, d'accord. Mais dans le cours, vous allez trouver d'autres critères avec leur application. Et je reviendrai donc vers vous dans une autre vidéo où je vais expliquer en détail un petit peu donc tous les éléments, tous les axes inscrits dans le cours. Donc, pour faire vite, donc les subordonnées circonstancielles sont classées selon leur valeur, par exemple temporelle, comme ils sont introduites par lir, zika, omi, asmi, etc. Donc on peut distinguer les rapports temporels, les valeurs, les structures aspectuelles, c'est-à-dire les combinaisons entre thèmes dans la principale et dans la subordonnée. La subordonnée hypothétique qui exprime soit l'hypothèse, soit la condition, et dans laquelle on distingue l'hypothèse réelle ou probable et l'hypothèse irréelle, c'est-à-dire que l'hypothèse de la supposition ne s'est pas réalisée dans le présent ou bien dans le passé.
la consécutive ou celle qui exprime la conséquence, les subordonnants qu'ils introduisent proviennent de l'expression du temps. C'est ce qu'on appelle la polyfonctionnalité. Certains fonctionnels subordonnants peuvent traduire, dénoter d'autres valeurs, comme par exemple, il y a un rapport entre le temps et la cause et la conséquence. Allig, lire, alud, alami, peuvent être utilisés dans certains contextes pour dénoter donc la conséquence. La subordonnée finale, pour l'exprimer, on utilise bash ad, afad ad, marafad, bar, hma'ad, mahand ad, tafa'ad, aka'ad, amen, etc. Donc ça regroupe donc les subordonnants de différentes variétés amazighes, tout suivi de ad, pour la plupart, qui impose l'aoriste simple ou intensif. Puis on a la subordonnée concessive qui est exprimée par waqa, mqar ou mrar. Et puis enfin, donc la subordonnée comparative dans laquelle on utilise zund, sazun, ami, armi, ammani, amen, ammi, mkelli, mkna, où le syntagme de la subordonnée peut être verbal ou non verbal. Par exemple, itidu amuhizun ou itidu amiga ahizun, girfennek amit mitheret, amit mout, comme disait les Nancy Evolution. Donc voilà en gros un petit peu donc comment se présentent les différentes subordonnées circonstancielles en amazigh. Donc il y a, donc pour récapituler, plusieurs critères de classement. Donc ça c'est un survol très rapide parce que le temps ne permet pas de détailler tout ça, mais je reviendrai, comme je l'ai signalé, dans d'autres vidéos pour vous expliquer en détail tous ces éléments avec des travaux pratiques. Hein. Donc voilà, donc je vous encourage à relire attentivement le cours que vous avez déjà pris sur papier et que vous avez aussi la possibilité de le télécharger sur le site de la faculté. Lisez donc le cours, essayez de répondre aux exercices que j'ai proposés dans le cours. Je vous ai envoyé aussi le lien ou l'adresse de mon blog, dans lequel je mets aussi le cours et les travaux pratiques. Donc essayez d'interagir, de répondre à ces exercices et de me les envoyer soit sur le site, soit dans ma boîte email pour que je puisse vérifier si vous avez compris, pour aussi résoudre les difficultés, les problèmes que vous avez rencontrés. Donc voilà, je vous remercie et à très bientôt.